Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Aujourd'hui, notre invitée est Valérie Tribe du podcast Chiffon. Journaliste, créatrice du podcast Chiffon qui analyse notre rapport aux fringues. Instagram suivi, Valérie Tribe publie La Base, édition Cherche Midi. Car les fringues, c'est un besoin de base parce que tout simplement, on ne peut pas sortir de chez soi tout nu. Alors La Base, c'est pensé comme une sorte d'anti-guide de la Parisienne. Et oui, le mythe de la Parisienne, un mythe qui est complexe et qui pourtant fait toujours vendre. Valérie Tribe est l'invitée du jour de Minute Papillon. Elle nous parle du rapport à notre garde-robe, de la ligne 13, du soutien de sa communauté à l'annonce de sa maladie, ou encore de la désillusion du monde du podcast. Valérie Tribe m'a reçue chez elle il y a quelques jours. C'est parti. On va se tutoyer, quoi. C'est rare et appréciable. Et donc je suis dans la cuisine de Valérie Tribe, qui a sorti il y a quelques jours La Base, la mode décomplexée et libérée, et qui est donc tirée et inspirée du podcast Le Chiffon. Tiré, non, pas vraiment en fait. C'est complètement différent. Inspiré, oui. Oui, forcément. Inspiré. Et donc, ce podcast Chiffon, alors je sais qu'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas ce podcast, c'était en janvier 2017, le début de l'aventure. Donc, une précurseuse du podcast. Oui, on m'appelle la vieille du podcast. Ah, ça, je ne m'attendais pas tout à fait. Si, on m'appelle... Non, si, parce que c'est un club de podcasteurs indépendants qui s'est créé. Et quand je me suis inscrite, on m'a dit « Waouh, Valérie !» Alors, ils m'appellent pas... certains m'appellent la vieille, mais je ne sais plus, c'est l'ancêtre du podcast. C'est total respect. D'accord. Attention, Valérie arrive. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas été copiée. Non. En fait, personne n'ose me copier. Et on y parle donc de mode, de fringues, mais surtout en fait du rapport aux fringues, du rapport à sa chaussette. Et qui l'eût cru ? Chaussette, oui, enfin, rapport à notre garde-robe en fait. Voilà. Quel rapport tu as ? Un rapport décomplexé, un rapport amical, un rapport fâché ? On n'est pas obligé d'être très élancé et d'être dans du 34 en fait pour avoir un rapport qui soit sain par rapport à la mode. Mais en fait, je suis partie du principe qu'il n'y a pas que les grandes, minces, bien fichues qui ont le droit de s'habiller. Si tu mesures 1m50, tu pèses 80 kg, tu ne peux pas sortir dans la rue nu. Tu risques d'avoir des problèmes avec la marée-chaussée. Voilà, donc on s'habille tous parce qu'on en a besoin, pour pas avoir froid déjà. C'est un besoin primaire, l'habillement. Bourdieu le disait. C'est un besoin primaire et je suis partie de là. Là, je parlais de femmes, mais il y a aussi des hommes. Évidemment, la moitié de l'humanité aussi qui s'habille. Et donc, c'est pour ça que dans ce podcast, il y a eu plus d'une centaine d'invités. Ouais. Oh là là, 200. 200, faut que je mette mes fiches à jour. Et donc, dans ces invités, il y avait aussi des hommes. Il y avait Bruno Salomon, par exemple. Exactement. Ou, alors, je vais écorcher son nom, c'était David Van de Grafenberg. Auteur. Mais il y a aussi David Abiker, journaliste de Radio Classique maintenant. Ariel Wiesman, Joseph Gaune, François Gabard. Champion du monde, recordman du monde du tour du monde en solitaire. Oui, la voile. À la voile, exactement. Et il y a eu un rugbyman aussi, Gaël Ficou. Voilà, c'est très très varié. Il y a eu Joseph Gaune qui dirige Vanity Fair maintenant. Et il y a aussi beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes, très variées aussi. Très variées. Ça peut passer de Inès de la Fressange à presque la voisine de palier. Quasiment, ouais, exactement. À une avocate, à une mère de famille hyper lookée, à une influenceuse très en vogue, à, dans 15 jours, une reporter de guerre, à la semaine prochaine, une journaliste de TF1 qui couvrait la mode dans les années 90, à la semaine dernière, Élise Nicole, actrice. Voilà, je balaye. Et en fait, je m'amuse avec ça. Je me dis, voilà, alors avant, c'était chaque vendredi, mais maintenant, j'ai tellement de travail à côté avec La Base que j'ai un peu ralenti le rythme de Chiffon. Mais j'ai envie que mes auditeurs se disent, waouh, c'est une pochette surprise. Qui Valérie a pu nous ramener ? Il y aura même une journaliste qui bosse avec Cyril Hanouna très bientôt. Oui. Waouh, teasing. Ouais, ça, c'est bon méga teasing. Et après, je vous emmènerai chez Dior en janvier, par exemple. Une invitation. Et ça m'amuse de me dire, voilà, oh là là, c'est très différent. Et moi, ça me permet de découvrir des univers complètement variés aussi. Et oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on y apprend d'avoir rencontré 200 personnes qui parlent de ce rapport au vêtement ? Ça m'a apporté La Base. En fait, je me suis dit,
quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me dis, voilà, de quoi je vais parler? Parce qu'au départ, j'ai dit à mon éditrice, je te préviens, je ne veux pas une photo de moi et je ne veux pas parler de moi. C'est un peu raté, en fait. Hein, mais tous ces gens qui ont des rapports aux fringues, je me suis fait des remarques, je me suis dit, tiens, et moi, qu'est-ce que je répondrais là? Qu'est-ce que je dirais à la place de cette personne? Et puis, et de fil en aiguille, c'est comme ça. Après, j'ai une grosse communauté Instagram aussi. Et parfois, certaines femmes m'ont posé des problématiques. Et je me suis dit, mais ça, c'est une bonne problématique pour la base aussi. Et voilà, donc j'ai fait un mix chiffon, la base et vie perso. Voilà. Alors, dans ce livre, tu dis, c'est l'anti-guide de la Parisienne. Oui. Et alors, c'est quoi cet anti-guide de la Parisienne? Pourtant, je suis une Parisienne pure et dure. Hein. On est dans le 9e arrondissement. Donc là, oui, mais même, je suis née à Paris, en région parisienne, j'ai grandi à Paris, j'ai fait toutes mes études à Assas. C'est la fac de facho. Mais je n'étais pas facho. Mais bon, non, parce qu'il suffit d'avoir une ouverture sur les gens et sur le monde. Il suffit de voyager un tout petit peu. Quand je dis voyager, c'est pas forcément aller à New York ou Los Angeles. Hein. Il suffit de voyager en France pour se dire qu'il y a des filles super lookées, même en province. Donc ce mythe de la Parisienne, à la rigueur, on pourrait dire mythe de la Française. Et encore, j'aurais l'impression d'être Marine Le Pen en disant ça et de sortir le drapeau bleu-blanc-rouge. Béret, baguette et compagnie. Béret, baguette, trench, chien, ballerine, bulldog français, ballerine et vélo. Ah, vélo. Et bouteille de vin aussi. Ah oui, c'est vrai. Et clope au bec. Et rouge à lèvres rouge. Rouge. Voilà, et les terrasses. Mais il n'y a pas que des terrasses à Paris, il y a des terrasses un peu partout. Et je me suis fait cette remarque sur le mythe de la Parisienne quand j'étais en voyage personnel, c'était un voyage perso à Copenhague. Et je voyais les filles sur leur vélo et je me dis, mais elles sont super lookées. Oui. Et puis à chaque fois que je vais en Asie, je me fais la remarque. Et aux États-Unis, à New York, tu as des filles super lookées. À Londres, elles sont complètement dingues avec leur style, elles l'assument. C'est quoi ce mythe? Donc, un livre vendu par Inès de la Fressange à 1 million d'exemplaires. Je comprends que ça fasse rêver, mais la Parisienne, c'est pas ça. Il faut prendre la ligne 13. Hein. J'encourage tout le monde à prendre la ligne 13 et aller à Saint-Lazare. Aux heures de pointe, bien sûr. Aux heures de pointe, évidemment. Je lisais, en fait, est-ce que tu y as appris une recette personnelle pour combattre le mal en assumant une légèreté nécessaire pour s'aimer assez et vivre pleinement? J'avais l'impression que cette phrase est tellement belle de l'accrocher quelque part en tant que mantra. Je vais peut-être la mettre sur une carte postale et je vais la vendre très très cher. Voilà. Comment on arrive à trouver cette recette personnelle pour combattre le mal en assumant une légèreté nécessaire pour s'aimer et vivre pleinement? Alors ça, je l'ai écrit quand j'ai découvert que j'avais une leucémie. Parce qu'à la fin de mon livre, donc je devais finir ce livre, je crois que la deadline, ça devait être le 20 juin. Le 5 juin, je pars faire un voyage de presse en Finlande, la bouche en cœur, très contente. En plus, j'avais relevé un défi, c'était me baigner dans la mer Baltique à 6 degrés. J'avais fait Deauville à 12. Je me suis dit, 6, je vais y arriver, c'est du mental. D'accord. Et juste avant, j'ai fait un malaise cardiaque et je me suis retrouvée... aux urgences avec un arrêt cardiaque, non pas à cause de la mer Baltique, mais à cause d'une leucémie. Et quand j'ai eu cette leucémie, je me suis dit, mais attends Valérie, t'es pas passée loin, donc en fait, waouh, il faut profiter de la vie. Et je me suis dit, mais attends, j'ai dit au médecin, mais je suis trop jeune pour mourir. J'ai encore plein de choses à faire. Et en fait, voilà, il faut vivre pleinement les choses et se faire plaisir. Mais quelle franchise, quelle spontanéité pour parler de la maladie avec Paulette Grisoni, donc une autre podcasteuse qui t'a interviewée. Un très bon podcast, La Leçon. Voilà, La Leçon. Et tu as parlé aussi très... En fait, si tu veux, quand je fais des voyages de presse, je montre tout en story. Parce qu'il y a des filles qui adorent voyager. Et donc, je leur montre les bons côtés pour leur donner envie d'aller. C'était pas le contrat, mais ça me fait plaisir de partager. Et je leur dis, voilà, après cette journée passée à Helsinki, rendez-vous demain, je plonge. Et le lendemain, il n'y a plus personne. Et oui. Et le jeudi, il n'y a plus personne non plus. Donc là, les gens commencent à m'écrire en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et ma fille m'appelle et me dit, maman, qui savait ce qui m'arrivait, elle me dit, maman, il y a un problème, c'est qu'il y a des filles qui commencent à s'inquiéter dans ta communauté. Elles m'écrivent, il faut que tu communiques. J'en parle à une amie qui est directrice de com de crise, qui est au courant, hein. J'avais mon groupe d'amis, on avait créé un compte commun sur WhatsApp. Et Pascal me dit, il faut que tu communiques. Profite de ce statut de journaliste. On savait que j'allais pas mourir, là, parce que le premier jour, on a dit à mon mec, elle va mourir. Bon, là, c'était pas très drôle. Là, on n'y pense pas à Instagram. C'est après, quand on me dit, voilà, votre leucémie, elle est chronique, elle ne se guérit pas, mais elle se soigne. Vous allez pouvoir avoir une vie normale. Il va falloir apprendre à vivre avec.
avec les ponctions, les prises de sang, votre traitement, si vous le respectez, tout va bien se passer. Vous avez plus de chances de mourir dans un accident de voiture que de cette leucémie. Et donc Pascal me dit, mais dis-le sur Instagram, les gens vont apprendre. Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait ce post en disant, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui va se passer. Et j'ai décidé de créer le hashtag la futilité est essentielle dans ces moments-là. Et j'ai reçu un flot de messages. Et quand j'allais, parce que quand j'étais en Finlande, quand vous allez faire des examens pas sanguins, donc on vous emmène dans le sous-sol de l'hôpital, comme dans beaucoup d'hôpitaux, je ne savais pas. Parce que ils n'ont pas les mêmes codes. C'est-à-dire, IRM, ça ne se dit pas IRM. La langue déjà. Oui, alors ils parlent anglais, mais c'est vrai que les infirmières, elles avaient un anglais, voilà. Puis même en anglais, les mots... Oui, mais en fait, ils n'ont même pas les mêmes codes, si tu veux. IRM, scan, PET scan, ça se dit d'une manière différente. Donc j'allais, donc on venait me chercher, et là j'avais mon mec, j'y vais. Je ne savais pas. Et là, on me sortait une seringue, je me dis, oh putain, là ça sent le scanner, ou ça sent l'IRM, oh là 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 là. Et donc, pendant ce temps-là, je regardais les messages sur Instagram, les MP que j'avais reçus. Et j'ai été étonnée parce que j'ai reçu des MP d'anciens invités de Chiffon. Marc Lévy m'a écrit 20 lignes qui m'ont donné les larmes aux yeux. Marc Lévy, qui était passé dans Chiffon il y a 3 ans. Je ne pensais jamais qu'il allait m'écrire. D'autres personnes qui sont passées dans Chiffon, d'autres qui ne sont pas passées dans Chiffon. Enfin, c'est le truc dingue. Ouais. Une vraie communauté. Vraie communauté. Les gens vraiment... ça, c'était le bon côté. Après, il y a eu le mauvais côté. Mais... Là, ça m'a vraiment porté. Et je l'ai encore dit aux gens, toutes les conférences que je fais là, dans le cadre de la promo de mon livre, je leur dis merci. Eh bien, revenons à ce livre. Et ne faisons pas 1m80 avec des longues langues. Moi non plus, je ne fais pas 1m80. Oui, mais plus élancé. Moi, on peut... sans me critiquer trop, je suis petite et dodue et la vie a fait que je suis comme avec ça. J'essaie de l'assumer, et ce qui n'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. En tout cas, il y a une page et demie qui m'a quand même beaucoup fait réfléchir. La pièce, le maillot de bain. Et ça, c'est quelques lignes avec des photos à l'appui. Cette pièce, quand même, qui est une des pièces les plus compliquées, quand même, dans la garde-robe d'une femme. Comment on aborde ce maillot de bain? Parce que c'est dur. Je dis tout dans le tellement livre. Dur. Déjà, il ne faut pas aller l'essayer en plein mois de janvier, quand tu as pris les kilos après Noël. Quand tu as la lumière blafarde de la cabine d'essayage, donc il vaut mieux essayer le maillot de bain chez toi. Et après, il y a la base, c'est le maillot de bain noir, tout simplement. Et contrairement à ce qu'on te dit, les bikinis, ça va à tout le monde. Contrairement à ce que tout le monde dit. Voilà, exactement. D'ailleurs, qui est tout le monde? Je ne sais pas. Mais il suffit de regarder sur la plage. Regarde. Moi, j'ai fait ce livre aussi en regardant les gens, parce que je suis une grosse mateuse. Je passe mon temps à regarder les gens. Plus les femmes ou plus les hommes? Plus les femmes. Ouais. Mon mec peut être rassuré. Non, je ne regarde pas les hommes. Franchement, non. Et même moi aussi. mais c'est vrai qu'il suffit de regarder les femmes, et tu regardes les femmes sur la plage, les plus jolies sont... tu sais, le maillot de bain, un bikini, vraiment le pur, le triangle, ça va à toutes les morphologies. Toutes. Donc il faut se rassurer. Voilà. Après, on va te dire, non, mais toi, il faut mettre un maillot, une pièce, il faut mettre un truc rembourré. Mais c'est affreux. Mais non, au contraire. Quelque chose de très échancré qui est affreux. Voilà, affreux. Mais le plus simple est le plus beau. La simplicité, c'est l'élégance. Exactement. C'était un des derniers chiffons. Et comment on peut faire pour que tous ceux qui nous écoutent, hommes comme femmes, puissent appréhender la cabine d'essayage pour que ce ne soit pas un enfer? Il faut faire comme moi, il ne faut pas essayer. Donc, il ne faut pas essayer, c'est simple. Non, il ne faut pas aller dans une cabine d'essayage. C'est affreux. Il faut essayer chez soi. Alors après, tout le monde n'a pas la chance d'habiter à côté d'un grand magasin. Commander en ligne, bon, après, il faut ramener ça à la poste, c'est un peu galère ou autre. Je crois que le vêtement, il faut d'abord avoir un coup de foudre avec. Si tu n'as pas le coup de foudre, c'est comme un tableau. Tu as le coup de foudre pour un tableau, tu dois avoir le coup de foudre pour un vêtement. C'est comme une forme d'appel, tu vois. Après, effectivement, il faut essayer un pantalon, mais le jour où tu dis, voilà, je vais faire du shopping, déjà, ce jour-là, si tu vas acheter une robe, effectivement, mets-toi déjà en collant. Si tu vas acheter une robe alors que tu es en jean, il faut enlever le jean. Donc, tu te retrouves en chaussettes devant le miroir, c'est pas top. Hein. Il suffit que tu aies des poils. Là, non. Et la peau de croco. Exactement, évidemment. Et blanche, évidemment. Donc, très non, beau. il faut déjà s'habiller en condition. Tu vois, tu vas t'acheter, par exemple, un pantalon,
Mets-toi en pull en haut. Tu vois, prévois les belles chaussettes et les belles chaussures. Et déjà, on sera un peu moins déçu ou horrifié. Exactement. Ce moment sera beaucoup moins malaise que ça peut l'être, que ça a pu l'être pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que cette mode décomplexée et libérée, est-ce que c'est un mot dans l'air du temps aussi pour toutes ces femmes ou finalement ça n'a rien à voir? Je me refuse d'être à la mode. Donc maintenant, avant, il fallait être féministe et être dans la sororité, mot qui est complètement utopique et absolument pas appliqué, parce que dès qu'on peut donner un coup de pied, enfin un croche-pied à une copine pour y arriver dans le boulot, notamment dans la presse féminine et la mode, il n'y a pas de sororité. On le sait très bien, il suffit de regarder Instagram aussi, c'est le premier lieu où il n'y a aucune sororité. Donc tous ces trucs-là, tous ces phénomènes à la mode m'embêtent. D'accord. Ces phénomènes de masse. Moi, je ne parle pas de la mode du vêtement. Je parle des tendances, comme bouffer healthy, bouffer bio, bouffer sans gluten. Mais le sans gluten, c'est... Mon mec qui est pharmacien il y a 10 ans, il te dirait que personne ne parlait du sans gluten. Donc, il y a à peine 1% de la population allergique au gluten. Ouais. Donc, non, ça ne fait pas maigrir de ne pas bouffer sans gluten. Il faut arrêter avec ça. Et le problème, c'est que maintenant, on nous formate. On formate les femmes, surtout les femmes. Les femmes, elles doivent... Donc, maintenant, une femme doit avoir 30 ans, être jeune, faire du yoga tous les jours, être mumpreneur, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Donc, il faut abandonner ton CDI, te mettre à ton propre compte, avoir des enfants parfaits. Si possible, Instagrammable, c'est mieux. Tu vois, habiller pareil. Avoir un mari parfait. Mais il y a 30 ans, ces injections sur la femme aussi, c'était pareil. Oui, mais c'était... Un beau mari, des beaux ouais, enfants. mais c'était dans la presse féminine. Tout le monde ne la lisait pas. Maintenant, Instagram, c'est accessible à tout le monde et c'est gratuit. Donc, c'est d'autant plus dangereux. C'est un média gratuit. Il faut voir les chiffres d'Instagram. Je pense qu'il n'y a aucun magazine féminin qui a eu des chiffres d'Instagram. Donc, voilà, moi, ça c'est... Le côté normatif et prescripteur d'Instagram par rapport aux autres communications ou aux autres médias qu'il y a pu y avoir il y a 10 ans, 20 ans. Ouais. D'accord. Alors, ça dérive un petit peu, mais le monde du podcast, donc vu que tu étais une précurseuse, comment aujourd'hui tu le vois? C'est devenu un monde impitoyable. D'accord. Je suis la première à me dire que je vais peut-être bientôt arrêter. Je voulais arrêter Chiffon. Je voulais rester sur une note positive. Et puis, quand je suis en tournée avec mon livre et toutes les femmes qui viennent me voir en me disant « Mais Chiffon, c'est mon rayon de soleil. Je fais du sport en écoutant Chiffon. » Alors, ça me paraît dingue, ça. Je cours en écoutant ma voix, ça me paraît dingue. Je fais la cuisine en écoutant Chiffon. Ça, oui. Moi, je voyage en écoutant Chiffon. Je me dis, non, c'est pas possible, je peux pas arrêter. Je vais lever le pied. Après, le monde du podcast est devenu un monde absolument impitoyable, comme la presse féminine, comme la presse en général. Je dis la presse féminine, la presse en général. C'est devenu un petit milieu, un microcosme, tenu toujours par les mêmes. Moi, je n'appartiens à aucun groupe. Maintenant, il y a tellement d'argent en jeu, le modèle économique n'est pas fixé, donc du coup, c'est du n'importe nawak. Je suis désolée, c'est pas français, mais ça reflète bien. Mais tu trouves que ça s'est durci et donc ça s'est extrêmement durci. On fait croire aux gens que c'est un miroir aux alouettes, donc maintenant il y a des boîtes qui sont créées. Mais j'ai vu tout ça se créer. Si tu veux, moi, au début, quand j'ai dit je vais lancer un podcast, on me dit mais tu vas lancer quoi? C'est quoi un podcast? C'est une radio? J'expliquais, non, c'est pas tout à fait ça. Ah ouais, enfin bon, ouais, mais reviens à la presse écrite, c'est n'importe quoi. Enfin, c'était ça. Les bureaux de presse m'ont fermé, m'ont claqué la porte au nez. Tout le monde m'a dit, moi, tu pars dans ton délire, reviens après. Maintenant, on me dit, oh, t'as été un génie. Bon. Mais maintenant, le modèle économique reste à se fixer et on fait croire aux gens qui vont devenir très riches en créant un podcast. C'est absolument faux, parce que pour créer un podcast, qu'est-ce qui a fait le succès de Chiffon? C'est pas moi, c'est pas mon contenu. C'est parce que j'avais 30 000 followers sur Instagram. Donc, j'avais déjà une communauté bien engagée. Moi, il y a des filles qui viennent me voir et disent, je vais créer un podcast. Je leur dis, t'as combien de followers sur les réseaux sociaux? J'en ai pas. Je dis, bon courage, qui va t'écouter? Ouais. Et donc, maintenant, j'ai vu l'émergence de nouveaux métiers, donc des agences de pub spécialisées dans les podcasts, des hébergeurs de podcasts également. Alors, j'ai vu des agences de pub qui prennent 60% de com. Mais où t'as vu ça? Enfin voilà, donc et les gens pensent tellement que c'est le nouveau miroir aux alouettes. Non mais soyons réalistes surtout. Donc une évolution qui n'est pas vraiment positive. Pas que positive. On n'a pas la culture de podcast des États-Unis. Ils ont vraiment un train d'avance sur nous. Eux, ils sont très avancés dans le livre audio, tout comme au Canada. Pas du tout en France. Très peu. Et disons dans 5 ans. Peut-être, mais moi je pense que je serai plus là. Enfin, je serai déjà usée par le système. D'accord.
Ah bah dis donc, c'est sur quelques derniers mots. Non, sur les derniers mots, ça va être sur la base. Comment on peut dire un dernier mot sur ce livre ? Alors, si vous voyez la base à la Fnac ou dans toute librairie, ne vous dites pas c'est un bouquin de mode rempli d'injonctions. Absolument pas. C'est un bouquin qui parle de tout, de la peur de vieillir, d'Instagram, de la pression d'Instagram, de style, de transmission de la mode aussi. Et j'ai envie de vous dire, c'est un livre qui est assez drôle en fait. Et si ça vous fait marrer, j'ai réussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore à Valérie Tribe. Son podcast, c'est Chiffon. Son bouquin, La Base. Et si cet épisode du podcast Minute Papillon vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Partagez cet épisode. Merci d'avance. Et on se dit à très vite.